Les événements commencent avec Lynn, qui est venue rendre visite à son fiancé et à sa mère à la maison. Et elle recevait et rangeait la maison et aidait sa mère. Mais quand sa mère est descendue et est venue, vous l'avez trouvée en train de changer l'agencement de la maison et la nourriture dans le réfrigérateur et apportant toutes les conserves et autres choses. Elle a également changé les lotions et les shampoings qu'elle utilisait et a apporté de nouvelles choses. Même le placard a été rangé. J'ai changé son système et j'ai accroché la location d'une manière différente. À ce moment-là, le père de Sheng se met en colère contre elle et fait cet argument et se bat avec elle et lui dit qu'elle n'a pas le droit de faire tout cela. Et quand elle ne lui demande pas la raison, et celui qui exagère à ce sujet, sa belle-mère lui dit que la nourriture qu'il a apportée est entièrement en conserve et qu'elle sera emprisonnée à long terme. Etc. À ce moment-là, Lynn est surprise par cette situation étrange après cela. Accomplissement qu'elle avait réalisé parce que normalement elle ne ferait rien de tel. Mais elle l'a fait dans la maison de Changi. Parce qu'elle l'aime vraiment et veut être une bonne femme au foyer pour qu'il puisse être heureux dans sa vie et lui faire sentir qu'elle fait quelque chose pour lui ou qu'elle se soucie de son confort. Et quand elle demande à sa mère et qu'elle est surprise parce qu'elle sait elle qui en était la raison. Elle ne les connaissait pas du tout. Et c'est elle qui a dit à Lynn qu'elle lui avait demandé de se rapprocher de son fils Sheng et de lui faire sentir qu'elle l'aimait. Pour lui, et quand Lynn lui dit qu'elle est jalouse de nous, pourquoi sa belle-mère se moque-t-elle d'elle et rit-elle de façon hystérique? Elle lui dit qu'elle pense qu'elle est elle-même. Ce qui veut dire que peu importe son âge, elle n'est pas meilleure pour Sheng que sa mère. Car il n'y a pas de place pour la jalousie et la comparaison. Et elle sait qu'elle est numéro 1 dans la vie de son fils. Elle ne lui dit donc pas qu'elle est malade mentale. Et à ce moment-là, sa belle-mère se met encore plus en colère contre elle et lui demande la clé de l'appartement puis s'arrête en lui disant qu'elle ne convient pas à son fils. Et elle ne le laissera pas devenir médecin. Et je me réjouis qu'elle soit médecin. Ce n'est rien, car il n'y a pas de médecin. Elle était heureuse à ce moment-là. Lynn allait exploser de colère. Mais elle se calmait et commettait un crime après toutes les insultes qu'elle avait entendues de sa belle-mère. Lynn refusait de lui donner les clés. Mais elle, la belle-mère a menacé d'appeler la police et de lui signaler qu'elle était entrée par effraction dans la maison. À ce moment-là, Lynn a laissé les clés sur la table et est sortie de la salle de bain dès qu'elle est sortie de la pièce. Elle trouve Shingo devant l'appartement et de retour avec son voisin, Yu Sheng. Alors elle est surprise de voir comment ils vont. Nous nous retrouvons et revenons ensemble. Et la jeune fille lui répond et lui dit qu'il l'aidait à l'hôpital pour présenter son père à un médecin senior à Shanghai. Lynn ne se soucie pas autant de cette situation. Même si elle l'était, jalouse de lui, mais elle lui demande de sortir et de parler un moment. Loin de la maison, et quand ils s'assoient ensemble au café, elle ne lui parle pas de ce qui est arrivé à sa mère et de tout ce qu'elle a dit avec elle, et qu'après que sa mère soit celle qui l'a encouragée à se rapprocher de lui. Elle est soudainement devenue, elle la considère comme son ennemie et lui demande du temps. Il lui dit qu'il savait que cela arriverait depuis le début. Et on découvre que Sheng souffre dans sa vie à cause de ce problème. Et sa mère, qui n'a pas de limite, l'a pris, contrôle, et le gars quand il rentre à la maison, il trouve sa mère qui lui apporte demain et toutes les choses qu'il aime. Et il demande pourquoi ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Sa mère nie tout ce qu'elle a fait et lui dit qu'elle lui conseillait Lynn et lui dit quoi faire. Mais c'est Lynn qui ne l'accepte pas. Il la conseille et soudain elle se met en colère contre elle et imagine et lui jette la clé de l'appartement et elle s'éloigne. Et quand Sheng lui répond et lui dit qu'Anne-Line est psychiatre et que ce n'est pas une attitude comme ce qu'elle dit lui. C'est ce qui pourrait la mettre en colère et la faire agir ainsi car elle était littéralement effondrée à ce moment-là. Sa mère se met en colère et lui dit que Lynn est apparue telle qu'elle est réellement et qu'elle est l'une des autres. Maintenant, elle tombe amoureuse avec eux et j'attends qu'il soit avec elle. Même si tout ce que j'ai passé avec elle remonte à seulement un jour et pas à ça. Elle dit seulement un jour et pas à ça. Elle dit seulement à Sheng que l'un ne lui convient pas parce qu'elle est trompeuse. Complote et veut le séparer de sa mère et d'elle. Le mieux est qu'il rompe avec elle. Et quand elle lui demande de tout oublier et de s'asseoir et de déjeuner avec elle. Sheng ne se soucie pas d'elle ni du déjeuner qu'ils lui ont préparé. Et il la quitte et entre dans son chambre sans lui parler et ne commente rien de ce qu'elle a dit. Et la nuit, sa mère restait éveillée tard à regarder les photos avec elle au téléphone. Quand il était enfant, elle souhaitait pouvoir tout vivre à côté de lui. Et quand Sheng sort de sa chambre, il la trouve, elle regarde ses photos et qu'elle s'est habituée à ce qu'il soit à ses côtés toute sa vie. Et elle lui conseille qu'il vaut mieux qu'il rompe avec Lynn. Alors il brise le silence et dit que tout en lui reste que quand elle l'aime tellement.
Pourquoi est-il à chaque fois qu'il en est proche ou qu'il est dans un projet de fiançailles et de mariage? Elle interfère et gâche tout. Je ne lui donnerai pas la chance de vivre sa vie comme n'importe quel être humain normal. Et, pourquoi ne veux-tu pas le voir heureux? Tout ce à quoi tu penses. C'est à ça, elle épousera celui qu'il aime. Elle lui enlèvera son fils. Même si cela n'arrive pas. Et elle veut l'enchaîner à ses côtés comme s'il était sa seule propriété. À ce moment-là, sa mère s'effondre et lui dit que les filles qu'elle a gardées loin de lui ne lui convenaient pas du tout. Et qu'elle a peur pour lui qu'après son mariage. Il préfère son mariage et elle ne veut pas de lui. Il vit cette expérience parce que il sait à quel point la douleur peut être difficile et cela affecte toute sa vie. Et Shanghai est à elle. Il ne pense pas à sa vie personnelle et se marie avec sa femme à cause d'elle. Mais cela ne durera pas très longtemps. Il prend sa hache, quitte la maison et s'en va. Tout seul, et elle ne sait pas qu'elle le lui donne. Et Shanghai reste seul toute la nuit dans le jardin et ne rentre à la maison que lorsqu'il dort. Dans la rue le matin, son voisin l'a vu sortir et il savait qu'il dormait dans la rue à cause des mauvaises herbes, elle couvrait ses vêtements. Puis Eugene a appelé son collègue, Cheng, et lui a dit qu'elle était en route et qu'elle la rencontrerait. Elle et son père, et quand elle les a rencontrés dans le garage, c'étaient les frères auxquels le père est tombé, au sol à cause d'une crise cardiaque. Et quand il a essayé de la maîtriser, il n'a pas répondu même lorsqu'ils lui ont pratiqué la RCR. Et Shanghai était aussi fort qu'il pouvait le rattraper. À ce moment-là, l'ambulance arrive et transporte l'enfant. L'hôpital le plus rapidement possible et lorsque les médecins l'examinent, ils découvrent qu'il y a un problème. Il était au cœur et a été immédiatement opéré. Et sa famille à l'époque était très inquiète pour lui. Mais Cheng l'a rassuré et s'est rendu à la salle d'opération pour qu'il puisse commencer l'opération et lui sauver la vie. Le Jawan était réveillé et très peur de l'opération. Mais Cheng l'a rassuré et réconforté. Ce qui a réconforté Langvan, c'est qu'il aimait Cheng et qu'il était soulagé par le calme du traitement. Et au moment où l'opération se déroulait, la famille Angwan était dans le couloir, très inquiet et attendant un incendie. Puis sa fille Donnie, elle appelle son mari et son frère, qu'elle connaît grâce à une opération chirurgicale. Mais elle demande à son mari, Zero, de venir vite payer l'hôpital et l'opération. Et elle lui demande $100 000 à ce moment-là. Comme John, lui, vient effectivement, mais il parle à sa femme parce que c'est tout l'argent qu'il a. Et il crie pendant des années et il n'est pas le bienvenu. Il les pousse tous. Puis sa mère prend soin de ses paroles et lui dit de pousser. Faites-les vite pour que Linjuan entre. Mais les opérations sont les premières. Ne rentre pas chez toi. Tu les lui rendras à la 2e heure. Comme John brûle, et j'ai le visa en main pour sa femme. Elle va payer les frais de l'hôpital. Et pendant qu'ils attendaient l'opération n'était pas terminée. Quelques heures se sont écoulées et il avait du travail et avait besoin de marcher. Mais sa femme l'en a empêché parce qu'il devait être avec eux. Et sa belle-mère a également pris soin de lui et l'a cherché. Alors, il marche, et va finir son travail pour qu'il n'y ait pas de problème. Et après une opération qui dure 2 heures ou plus, le médecin sort et dit ils leur ont dit que l'opération avait été un succès. Leur père a attendu 2 jours jusqu'à ce que son état se stabilise. Et quand Langan a eu fini, il a immédiatement demandé au docteur. Donnie lui dit que Xing. Lui et Yuxing sont voisins et vivent dans le même immeuble. Elle l'a même rencontré une fois dans l'ascenseur et l'a invité à déjeuner avec eux à la maison. Elle voulait connaître le type de relation. Entre Xing et Yuxing. Et s'ils s'aimaient parce qu'une personne comme lui serait certainement un gros gain pour eux. C'est une personne spéciale et Yu Sheng en serait heureux. Lui, mais pendant que Langvan réfléchit à la question. Il considère Coco comme son père Cheng et écrit qu'elle est sa mère et qu'il connaît sa personnalité et qu'ils sont une vieille connaissance. Il commence à craindre pour sa fille parce qu'il sait comment. Beaucoup Coco est attaché à son fils et ne le quittera jamais et s'est impliqué dans tout quelque chose dans sa vie et c'est à partir de là que commence son enthousiasme pour le sujet et la relation entre Yixing et Fen est perdue. Car si cette relation continue, Yixing le fera, soit celle qui en souffrira et elle ne sera jamais heureuse de sa vie. Mais sa femme le rassure car elle voit que Feng sera capable de bien contrôler sa vie. Et quand l'infirmière viendra le voir, Lanjuan lui pose des questions sur le médecin. Quand Feng et Ama viendront-ils suivre son état et le surveiller? Et quand il apprend que le docteur Feng viendra le voir à 10 heures. Il demande rapidement à Jie qu'elle le fera. Appelle Yu Sheng pour qu'elle soit là quand Feng arrive. Après un moment, Yu Sheng arrive à l'hôpital et rencontre le directeur Gu par hasard.
Et quand il lui demande pourquoi elle est à l'hôpital, elle lui dit, elle est ici avec son père, qui a subi une opération du cœur. Et lorsque le docteur Gao a découvert que c'était Feng qui avait effectué l'opération, il était heureux de son succès et est allé avec elle lui-même voir son père. Que pendant que le docteur Gao parlait à Guan, il louait beaucoup Fei Yusheng et disait qu'elle l'avait déjà servi et ce qu'il lui avait servi. Yusheng l'a présenté au directeur d'un grand hôpital comme lui et lui leur a dit que Sheng restait son fils unique et qu'il y a quelque temps un malentendu s'était produit entre lui et Coco et qu'elle avait rompu avec lui et avait emmené Sheng avec elle. Récemment, Yu Sheng était la raison pour laquelle Sheng avait accepté de travailler à l'hôpital avec son père. Et il était clair que le docteur Guo voulait également que Yu Sheng ait une relation avec Ping. Et après le départ du docteur Gu, Johan et Jia sont très tolérants et ils changent le problème de la présence de Coco et du fait qu'elle soit son père. La présence de son père et que c'est vraiment un gain pour eux. Au bout d'un moment, Feng vient suivre l'état de Johan et vérifier son état de santé et lui dit qu'il attendra à l'hôpital pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'il aille mieux. Complètement, Jia était incapable de contrôler sa curiosité et lui a demandé s'il vivait avec sa mère ou seul. Mais Feng a demandé la permission et est allé suivre les autres patients. Toute la nuit. Yixing pensait aux paroles de Guo quand il lui a dit cela. Feng a rompu avec l'un et était convaincue qu'elle profiterait de l'opportunité et se rapprocherait de lui. Elle gagne son cœur, et après une semaine, Johan était sur le point de sortir de l'hôpital. Et qu'est-ce qui les inquiétait maintenant? Était l'endroit où ils s'asseyaient. Parce que leur maison est dans une banlieue loin de l'hôpital. Et chaque fois qu'ils voulaient venir à l'hôpital pour faire un suivi. Au moment où Yu Sheng était à l'intérieur de l'hôpital et voyait Sheng parler à une petite fille, elle est malade et il essaie de se réconcilier avec elle. Et Yu Sheng attire son attention sur moi et ses paroles aimables envers la fille. Et comment il a réussi à la convaincre qu'elle devrait retourner dans sa chambre. Écoutez les mots, prends ses médicaments et mange bien. Et elle est désormais capable de réaliser son rêve et de devenir médecin. À ce moment-là, Yu Sheng va lui parler et lui demande, comment va-t-il résoudre ce problème pour qu'il puisse le faire? Emmenez-la avec lui et partez. Dans un centre commercial voisin, Sheng joue à un jeu pour prendre des peluches. Des ours en peluche et d'autres choses. Shanghai est un maître du crochet et ne sait pas tenir un jouet. Mais Yu Shen est celui qui aide et est capable de gagner combien de jouets. En fin de compte, ils ont passé un bon moment. Et pendant qu'ils étaient le petit frère de Yu Sheng avec son père dans la pièce. Il lui présente ses excuses pour ce qu'il a fait. Et qu'il a essayé de vendre la maison dans leur dos. Mais il justifie ce qu'il a fait à son père en disant qu'il n'y est pour rien. Il n'a pas d'avenir. Il n'a pas terminé ses études et il n'a pas de travail convenable. Il faisait cela pour avoir de l'argent pour démarrer un projet. À cette époque, son père lui pardonne, mais c'est son frère, et il demande à son père de lui donner une voiture Yuxing pour qu'il puisse s'y déplacer et trouver un travail. Puisque Yuxing voyage la plupart du temps et n'a pas besoin de la voiture. À ce moment-là, Yixing était entrée et l'avait entendu. Frère parlait. Alors elle s'est disputée avec lui et lui a dit qu'au lieu de se soucier des besoins des autres et de les convoiter, il ferait son propre truc. La querelle s'est développée entre eux quand elle est arrivée avec la femme de son frère et son père, et deux d'entre eux se tenaient dans sa file, et à ce moment-là, il était de plus en plus en colère, et Yixing était en colère contre elle. Il lui dit qu'elle est riche et qu'elle n'a pas besoin de la voiture, alors pourquoi ne le laisse-t-elle pas travailler? Et se créer un avenir? Yu Sheng ne comprend pas ce qu'il fait et essaie de l'éclipser. Elle lui fait penser que la voiture dont il parle est à elle seule et que c'est elle qui l'a achetée, pas n'importe qui d'autre, et elle lui reproche de les avoir trompés auparavant et allait le vendre. Le Beetle est maintenant avide de sa propriété, et son frère ne supporte pas de parler, et ils disent qu'elle est égoïste, et il dit à son père qu'elle le déteste et se rend compte qu'elle l'a frappé en langue arabe, et qu'elle lui causait un problème permanent et lui faisait perdre sa jambe, mais Dieu nous en préserve, et cette information n'était pas connue de Johan, et la première fois qu'il a entendu ce que son fils a dit, il n'a pas croyé et il s'est tourné vers Yasheng et a dit. Elle lui dit qu'ils forment une seule famille et que l'homme riche doit aider les pauvres, et elle descend de la voiture vers son frère. Elle est choquée par la réponse de son père et ne sait pas que dire d'autre, mais il y a beaucoup de disputes entre elle et son frère, qui l'attaque et tombe, et allait la frapper. Quand il s'énerve, elle trouve son père à ses côtés, froid et qui ne la défend pas. Elle s'énerve et s'en va. Elle dit à son frère que c'est lui qui a gagné cette fois aussi,
et elle va se fatiguer en un rien de temps. Elle s'en va triste et va s'asseoir dans la rue sans même prendre son sac. Un téléphone de son collègue lui arrive et il lui annonce une mauvaise nouvelle, qu'elle a été séparée de l'équipe et qu'elle aura de nombreux problèmes à cause de son absence pendant cette période. Yixing s'est effondrée et a pleuré. En pensant à la première fois qu'elle a rejoint une école de pilotage, au jour où elle a obtenu son diplôme et à la première fois qu'elle a piloté un avion, elle était fière d'elle-même, de toutes ses réalisations et de son succès, et du fait qu'elle était capable de rester capitaine, et son père l'a fait. Ne la traitez pas comme il aurait dû, et son frère lui reprochait simplement parce qu'il était un garçon et qu'il était à l'hôpital. Sa sœur, Donnie, parlait à sa mère, J, et lui disait que Johan avait tort et que c'était le cas. Ne serait pas bénéfique pour lui de soutenir son frère à chaque fois et de le laisser continuer ses erreurs au détriment de son entourage. Cela ne veut pas dire qu'il l'exploite car même si elle est forte, elle sera dans une situation difficile. Ce qui s'est passé, cela l'a beaucoup blessée car il n'y avait personne pour la soutenir à ce moment-là. Rohan écoutait leurs paroles et faisait semblant de dormir et savait qu'il avait tort, mais il n'essayait pas de corriger son erreur. Ou qu'il était juste entre ses enfants, et que chacun d'eux supportait les conséquences de ses erreurs ou de ses efforts. Et après cela, Yushan marchait encore dans la rue quand le monde pleut sur elle jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Trempée dans l'eau à cause de la pluie, mais quand elle vient ouvrir la porte, elle découvre qu'elle a d'abord oublié son sac avec ses clés à l'hôpital, alors elle s'est assise par terre devant la porte de son appartement jusqu'à ce que la pluie s'arrête et elle est retournée à l'hôpital pour récupérer ses clés, mais à ce moment-là, Sheng retournait à son appartement quand il l'a vue. Sachant ce qui s'est passé, il l'a fait attendre avec lui à la maison car si elle attend comme ça, elle va se fatiguer. Et Yu Sheng l'accompagnera, et elle aime et se sent triste qu'il mange de la nourriture en conserve même si sa mère est gâtée, et il le voit manger des aliments sains toute la journée pour maintenir sa santé, mais Sheng lui dit que les blessures du temps sont très importants pour eux, et ils sont très importants. Il a besoin de manger rapidement pour pouvoir terminer son travail, c'est pourquoi il a des opérations qui durent 4 jours. Et pendant 5 heures ou plus, sa mère ne comprend pas cela, mais il n'a rien à faire et il ne sait pas comment la convaincre qu'elle lui cache un petit secret. À ce moment-là, Yu Sheng lui dit cela. Ils souffrent de leur famille et des mêmes problèmes qu'ils ne savent pas comment résoudre, et elle lui raconte ce qui est arrivé à son frère et sa souffrance dans la famille, Wei Sheng quand elle vient manger et se brûle les mains. Et puis Sheng soigne rapidement la blessure avec sa main dans la chambre d'amis. Elle y dormira jusqu'au matin et continuera à se rendre à l'hôpital à son aise. Le lendemain matin, Sheng s'est réveillée tôt et se tient debout dans ses vêtements à cause de la pluie. Sort, elle ouvre la porte pour voir de qui il s'agit. La nourriture que je lui ai préparée, et puis quand Coco voyait Yu Sheng, elle faisait l'aumône et se levait, incapable de trouver quoi que ce soit à dire. Elle était choquée et ne comprenait pas ce qui lui était arrivé dans l'appartement de Xing. Tout ce à quoi Coco pensait, c'était que son fils Xing avait un nouvel amour et qu'il échapperait à ses mains et qu'elle ne pourrait plus jamais le contrôler. Il vivrait sa vie et l'oublierait. Ce qui était étrange, c'est que Coco, à cause de son amour intense pour son père, commençait à comprendre qu'elle n'était qu'à elle et qu'elle n'était pas à elle. N'importe qui a le droit d'être proche de lui. Et son amour pour lui et son attachement à lui restent d'une satisfaction suffocante car lui-même ne sait pas comment vivre sa vie. Ou bien il aura une famille prospère grâce à elle et à son ingérence dans toute sa vie. Pensez-vous que cette fois, Sheng sera capable de tenir tête à sa mère et de défendre son droit de vivre sa vie, ou sa mère continuera-t-elle? Pour le contrôler ainsi pour toujours et jusqu'ici notre épisode est terminé aujourd'hui et nous apprendrons de nous que lorsque nous aimons quelqu'un, nous devons lui donner un peu d'espace, et si notre amour n'étouffe pas ceux qui nous entourent, ce n'est pas bon. Pour une mère de traiter ainsi son fils ou sa fille. Pas du tout, car dès l'âge de sa vie, il grandit, vit sa vie, fonde une nouvelle famille, et reste mère. Elle doit l'aider à y parvenir, mais cela ne le change pas de cette jalousie maladive, qui c'est Suze la chef, spécialisée en pâtisserie, pour qu'elle puisse occuper une chaise dans une école culinaire en Belgique, pour qu'elle ne se rapproche pas du chocolatier qui la dirige. La chaise, dont on sait qu'elle s'appelle Ma, commence à sentir des remords parce qu'elle s'est montrée être une autre personne, et Kate, qui est en fait photographe, prend des photos. Pour les macarons que Suzanne utilise dans son nouveau menu de Noël cette année, et quand Kate va donner les photos à Suzanne, elle lui propose de prendre de l'argent, mais quand elle refuse de prendre l'argent de Suzanne, Suzanne lui offre une partie du dernier lot.
Des macarons que Kate a fabriqués. Kate adore le chocolat que Suzanne a apporté de Belgique et dit qu'elle a fait beaucoup de recherches sur le sujet et qu'elle veut moudre et préparer du chocolat comme on le fait en Belgique. Chocolat parce qu'elle n'aimait pas cette matière à l'école, et Kate était avec elle à l'école de pâtisserie, et tous les deux ne savaient pas utiliser les moules, et Kate continue ses mots en disant qu'elle était sur le point d'échouer à l'école à cause de ça, mais Suzanne se souvient encore des bonbons pralinés, et celui qu'elle préparait était keto, ce qui était bon, mais parce qu'il n'y avait rien de chocolat ni de bonbons dedans. Elle disait qu'elle faisait des pralines avec sa mère quand elle était petite, et ça. C'est quoi il lui a donné envie d'entrer à l'école de confiserie, et Suzanne a admis qu'elle n'avait jamais été très douée pour manipuler le chocolat, alors elle s'est inscrite à un programme de formation individuelle intensive en Belgique pendant les vacances, et Kate a proposé de photographier tout ce que Suzanne faisait, et Suzanne a déclaré que les visites sur son site web ont diminué après avoir utilisé sur. Kate et Suzanne arrivent en retard chez Kate parce qu'elle ne peut pas supporter la pression du travail pendant l'Aïd et qu'elle est excitée. Elle essaie à partir de zéro, même si elle n'est pas dans la cuisine depuis de nombreuses années, et Suzanne passe en revue les photos que Kate a prises et dit qu'elles sont parfaites et admet qu'elles ne le sont pas. Elle ne pouvait pas anticiper la pression de Noël, et Michel dirige le spectacle, mais elle ne peut pas laisser le magasin incomplet cette saison, et Suzanne propose à Kate d'aller s'asseoir à sa place, car Souzoum ne peut pas la porter et le programme n'est pas remboursable et Suzanne explique que c'est dans cet endroit que les chocolatiers professionnels ont enseigné cet art. Le gérant d'un diamant américain, Suwan, pense que cela aide Kate. Il organise ce programme de chocolat de Noël une fois par an, et Suzanne l'est. Incapable d'attendre encore un an pour le préparer, et Kate avoue qu'elle rêvait d'aller à Bruxelles pendant les vacances, alors que sa famille voyage en croisière de Noël, donc elle est vide à ce moment-là. Suzanne explique que les billets scolaires sont pas disponibles pour nous car ils rencontrent des professionnels. Kate a peur qu'ils découvrent la vérité et l'en empêchent. Mais Suzanne s'en fiche car elle fait confiance à Kate, qu'elle connaît depuis longtemps. Et le sujet est très important. La boutique est Suzanne. Alors Kate accepte de faire ça pour elle. Et Kate arrive à Bruxelles et est nerveuse parce qu'elle est en retard pour la chaise en chocolat. Il lui demande si elle est Suzanne. Mais elle lui demande de l'appeler Kate. C'est qu'elle lui explique que le deuxième prénom de Suzanne est Catherine. Et c'est pour ça qu'elle préfère l'appeler Kate Ma et il l'entend entrer et demande à Ingrid de l'aider à mettre le tablier. Et que Grid aidait aussi le grand-père de Ma à entrer du magasin alors qu'ils en ont hérité de son père. Ma demande à Kate de se dépêcher pour qu'elle puisse commencer le cours. Il se présente comme le propriétaire de la boutique et lui explique que leur boutique était à Bruxelles il y a quelques années lorsqu'ils ont commencé. Faire du chocolat à la belge. Il commence à faire du chocolat à la menthe avec elle. Emma lui explique que le chocolat n'est pas une chose facile pour les débutants et lui demande de se concentrer parce qu'il s'agissait de cours pratiques. Même si elle lui a demandé la permission d'enregistrer le son et il a accepté. C'était normal. Il lui a demandé de casser un morceau de chocolat et de lui dire si elle ressentait des saveurs. Mais elle s'est assurée de comprendre et Emma lui a demandé d'utiliser les saveurs librement. Et commencer à expérimenter. Pourquoi Kate a-t-elle été surprise? Ils utilisent le micro-ondes, mais Ma pense qu'il est préférable qu'ils comprennent les premiers éléments avant d'essayer de nouvelles méthodes. Il l'a aidé à remuer, lui a demandé de verser le chocolat sur le marbre et a donné ses instructions spécifiques, mais il était clair qu'elle faisait tout de travers, et elle était certainement fière de ce qu'elle avait fait. Mais Ma ne semblait pas convaincue au bout d'un moment. Il lui a avoué qu'il ne pensait pas que ce cours lui convenait. Parce qu'elle était encore débutante. Et bien que cette chaise était destinée à des personnes ayant de l'expérience dans la fabrication du chocolat. Elle est venue s'asseoir en la suppliant de prendre une seconde chance pour prouver qu'elle en était capable. Elle lui a dit qu'elle n'avait rien fait dedans. Cela faisait longtemps qu'il voulait l'aider. Mais Ma a accepté de l'aider. Elle s'est concentrée sur les besoins pratiques et le lendemain. Elle a décidé de faire une dégustation de chocolat demain. Pendant qu'Ingrid gérait le magasin. Kate retournait à l'hôtel et restait assise à regarder une vidéo du journal avec Suzanne. Et elle a dit qu'elle allait être exposée. Elle a oublié que le chocolat est délicat et difficile. Et elle était sûre qu'il ne douterait pas d'elle. Suzanne a essayé de la rassurer et lui a dit la suivante. Le cours sera meilleur. Et Kate ne sait toujours pas si elle pourra continuer à prétendre qu'elle est un chef qui a remporté des prix. Mais Suzanne l'a encouragée à essayer un jour de plus et a dit qu'elle souhaitait en savoir plus sur Matthias Kate. Et a admis que Ma est très méticuleux et que cela rendrait les choses difficiles.
Elle a convaincu Suzanne et était sûre que goûter au chocolat le lendemain lui donnerait une nouvelle perspective. Et Kate a promis à Suzanne qu'elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour le garder. De quitter le programme. Pendant ce temps, Ma et Angret parlaient de questions financières, sachant qu'il serait difficile de garder le magasin ouvert. Et Ma était déterminée à diriger le magasin, comme le voulait son grand-père. Même si cela signifiait qu'il ne respecterait pas cette année. Même si elle espérait qu'il trouverait une solution. Elle ne s'est pas égarée en chemin. Et il n'a pas retiré son enthousiasme. Et ils sont sortis ensemble. Et Ma a avoué qu'il avait perdu sa famille il y a quelques années et qu'il lui restait 3 ans en Belgique. Et Kate a préféré l'emmener. Elle a demandé pourquoi il se dirigeait vers les magasins concurrents. Et Ma lui a expliqué que c'était le sien. Grand-père a refusé de laisser le chocolat rester juste une marchandise et a voulu transmettre le savoir-faire de sa fabrication au monde. Lorsqu'il a vu Peter, son vieil ami, il était heureux de la voir et a présenté Kate à son entreprise. Qui sera son nom, et qui les a reçus au magasin et leur a préparé une dégustation spéciale. Au fond, Peter leur a expliqué que le magasin vend du chocolat chaud selon la méthode traditionnelle dans des ustensiles en cuivre. Et leur a comparé le goût auquel Kate est habituée. L'Amérique et le goût qu'ils ont. Kate a été surprise par le manque de crème fouettée. Mais Ma a demandé à Peter de partir avant d'entendre cela. Puis il a demandé à Kate de. Elle a senti profondément le chocolat, pour préparer son sens du goût. Et Kate a estimé que c'était le meilleur chocolat chaud qu'elle ait jamais goûté de sa vie. En raison de son goût complexe. Ma s'est moquée d'elle parce qu'elle est une pâtissière compétente. Mais elle ne connaît pas grand-chose au chocolat. Kate était reconnaissante envers Ma parce que. Il l'a aidé à organiser la dégustation. Ce qui a été difficile. Et Ma lui a dit que Peter savait depuis longtemps. Et qu'il n'avait pas de chance. Que Kate avait une passion et qu'elle faisait de nouvelles choses. Il a dit qu'il avait la même passion dans le domaine. Passé. Et Kate était heureuse d'être là. Même si elle avait encore beaucoup à apprendre. Et Diamond a commencé à la tester sur le pourcentage de chocolat noir utilisé. Et Kate a dit qu'elle ne croyait pas que quiconque puisse le deviner. Mais, il a prouvé ce qu'il disait avec l'aide de Peter et Ma. Il a dit que la chose était facile quand on était informé du chocolat. Il lui a demandé d'essayer la saveur du beurre salé. Et Kate a pu déterminer qu'il l'utilisait. Du sucre brun pour faire apparaître le goût. Elle a suggéré d'ajouter quelque chose pour l'améliorer. Et cela a impressionné Ma à l'époque. Ma était impressionné par sa capacité à gérer son magasin même dans un endroit bondé pendant les vacances et il a dit que c'était important de le faire. Être en Belgique pour apprendre correctement le chocolat. À cette époque, Kate était heureuse d'avoir choisi de venir au fauteuil. Le dernier verre était un mélange de nombreuses saveurs et son goût était. Pour les enfants, comme la sensation, du matin de Noël, plein de flots, d'excitation et de diamants. Il s'est moqué d'elle et a dit qu'elle était rapidement devenue meilleure que lui. Et Peter leur a rappelé à l'époque, Ma et moi, qu'ils avaient encore une chocolaterie avec beaucoup de monde. Visite. Et ils préféraient goûter différents types de chocolat et passer leur temps. Et Sadaf Jean a dit à Ma que son grand-père serait fier de reprendre l'école. Et Jean lui a proposé d'étudier dans son magasin parce qu'il savait que son travail n'était pas tout se passe bien. Mais Ma a rejeté l'offre. Et Kate et Maz ont accepté. Il a admis que son école n'était pas aussi célèbre qu'avant et qu'il recevait toujours des clients réguliers de l'époque de son grand-père. Mais qu'ils ont maintenant des difficultés. Toucher de nouveaux clients et touristes. Et c'est très important pour Noël. Il a demandé à Kate comment elle pourrait maintenir le succès de sa boutique à New York. Et Kate était un peu hésitante. Mais elle a expliqué que les pâtisseries de Suzanne étaient encore nouvelles et qu'ils cherchent toujours à se développer. Et c'est la raison pour laquelle elle découvre le chocolat de Noël. Kate a suggéré à Ma l'idée d'une expansion. Mais il a estimé que cela n'était possible que dans un magasin qu'il avait construit avec sa vision. A déclaré qu'il avait hérité du magasin au nom de son grand-père et qu'il ne pouvait pas perdre sa réputation. Kate a compris que l'expansion était importante s'il voulait réussir. Elle lui a conseillé d'essayer de trouver sa propre voie et d'y travailler. Et Kate a dit à Suzanne qu'elle l'avait fait. Lui permettrait de dire à Thomas qui elle était. Car il était très gentil avec elle. Et elle se sentait coupable lorsqu'il lui demandait conseil. Suzanne avait également besoin de tous les conseils qu'on lui donnait. Et elle lui demandait d'être patiente pendant un certain temps. Pendant ce temps, et elle est allée lui rendre visite au magasin. Même si ce n'était pas bon. Elle a décidé de les laisser seuls pour parler quand elle a entendu parler de la journée amusante qu'ils avaient eue. Ensemble. Elle sentait que Messi appréciait son temps avec elle.
Et Kate pensait qu'il avait dit que le chocolat était une question d'inspiration. Et elle sentait qu'il devait revenir à l'essentiel et comprendre ce qui le faisait préférer ce chocolat en Belgique. Et elle savait qu'il aurait pu vendre le magasin à une grande entreprise. Mais il a décidé d'aller de l'avant et de continuer à ce moment-là. Messi a admis qu'il avait grandi autour de chocolate, à Bruxelles, et que s'il en avait besoin, il revenait. Mais quand il a commencé, assis ici en permanence, il a compris ce que signifie le chocolat. Le Noël belge à Noël est pour lui une question de beauté, de qualité et d'esprit de ne jamais abandonner. Il a comparé cela à la place principale de Bruxelles, qui a traversé des siècles de changements et est toujours belle, a déclaré Kamel Mas. Toute la ville se rassemble au marché de Noël. Son grand-père l'y emmenait chaque année et il aimait voir la ville s'illuminer sous les lumières de Noël et du Ma.il ne célébrait plus la fête de la même manière après son grand-père est morte, et elle a compris qu'il se sentait triste à ce moment-là. Mais elle lui a suggéré de visiter le marché avec elle. À ce moment-là, Ma a essayé de trouver une excuse. Mais il a compris que cela ne lui poserait aucun problème. Il aimait l'apparence distinctive du marché. Il a remercié Kate de l'avoir amené lui là-bas et lui a demandé que même les frites ont été inventées en Belgique et sont presque une collation nationale. Kate a admis qu'elle commençait à s'habituer à manger des pommes de terre avec de la mayonnaise et des diamants. Il était heureux et déterminé à l'emmener en Belgique. Et Kate leur a suggéré de monter à cheval parce que c'était le meilleur endroit à voir. Il avait les lumières de Noël et Ma ne s'était pas assis dessus depuis longtemps. Et elles ont été enlevées. Mais il a accepté et l'a remercié d'avoir pensé que c'était son idée du sentiment de Noël. Et elle lui a demandé de choisir l'activité suivante. Alors il a choisi un dessert de Noël. Et Kate n'avait jamais essayé de gaufres belges. Et Ma lui a demandé de goûter les gaufres et d'essayer de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de ce chocolat. Et il y avait toujours une leçon ouverte pour elle. Et Kate a deviné qu'il y avait quelque chose qui n'était pas largement utilisé en Amérique. Ma a été impressionnée. Et Kate a expliqué que les clients de Suzanne, ils ont demandé cette chose et ont parlé des traditions de décoration de Noël. Il lui a demandé qu'en Belgique on mette des chaussures à la place des chaussettes. Mais il n'a pas décoré sa maison parce qu'il était occupé dans le magasin. Alors Kate lui a proposé de décorer son appartement, et Kate est allée chez lui et a commencé à commettre l'adultère avec Anne Gray, qui pensait que Kate était gentille et Kate a dit qu'il y avait beaucoup de diamants et c'est pourquoi elle voulait les rendre. Favorise le et aide le Ingrid a expliqué que sa famille, Ma, venait chaque année en Belgique pour Noël. Et Noël était toujours très spécial parce que les Belges aimaient faire des choses sucrées avec du chocolat. Et son grand-père savait tout sur le chocolat, comme s'il courait dans son du sang. Et à cette époque, Ma aimait venir de temps en temps pour en tirer des leçons. Mais il est resté en Amérique. Il a passé beaucoup de temps à s'occuper de sa famille. Mais il est retourné chez son grand-père avant qu'il ne soit trop tard. Le moment est venu. Ma a des difficultés à gérer le magasin. Et Jared sait que le magasin a besoin de développement. Mais Ma a peur que cela change la vision d'une personne très intelligente et compréhensive. Quelqu'un pour essayer quelque chose de nouveau alors qu'il existe un moyen sûr de le faire en ce moment. Ma entre pour les voir et Peter. Et je ne pouvais pas croire qu'il était en train de décorer sa maison. Alors il voulait le voir par lui-même. Et, tu es venu avec elle. Une petite décoration et elle a donné à Kit quelque chose de petit pour l'aider. Et tout le monde a commencé à chanter des chansons de Noël. Mais Maz n'était pas capable de chanter. Et à ce moment-là, elle lui a promis qu'elle ne serait pas en colère contre lui s'il chantait. Et elle était reconnaissante de ne pas se moquer d'elle alors qu'elle ne connaissait rien au chocolat. Et après un moment, Maz a commencé à le réchauffer et à le partager avec eux. Le moment est venu rapidement. Et Peter et vous avez dû retourner au travail. Avant qu'il puisse partir, elle remercia Kate pour toutes les décorations qu'elle avait réalisées. Et il souhaitait se remettre au travail. Mais Angrette lui proposa de le remplacer afin qu'il puisse terminer les décorations de la maison. Elle a également remercié Kate d'avoir ramené la joie de Noël dans la maison de Ma. Et il était très clair qu'il en avait besoin. Ensuite, Ma et Kate ont eu la décoration de son grand-père qu'il avait faite lui-même. C'était une copie exacte du premier type de chocolat belge que son grand-père avait fabriqué. Cette décoration était, pour son grand-père, le signe que l'entreprise familiale était en train de se faire de bonnes mains et Ma. Je me souviens quand il était petit et qu'il mettait ses chaussures pour Noël et Kate. Il lui a suggéré de recommencer.
Il est allé chercher 2 chaussures pour qu'elle en mette également une à Noël après cela et son intention de dîner le réveillon de Noël avec Ingrid si elle n'avait rien d'autre. Il l'a rassurée qu'elle ne le ferait pas. Il voulait la remercier d'avoir décoré l'endroit et lui a expliqué qu'il préparait habituellement un gâteau de Noël au chocolat et le recouvrait de chocolat riche. Et que c'était la chose qu'il aimait le plus faire à Noël. Il essaie aussi toujours une nouvelle recette de chocolat belge. Kid est devenu très curieux d'en savoir plus sur le chocolat belge. Emma a décidé de lui apprendre à en fabriquer une elle-même sans. Il savait qu'utiliser un mixeur serait plus facile. Mais, il voulait qu'ils aient l'air naturel. Comme s'il était préparé à la maison. Après avoir fini, il lui a demandé d'essayer la nourriture. Mais elle n'a pas pu le faire à cause des nombreuses friandises qu'elle a mangées pendant cette journée. Alors il lui a suggéré de les essayer. Sortir dîner dehors pour éviter le sucre pendant un moment. Kate était nerveuse avant de sortir parce que Ma pensait toujours que c'était Suzanne. Et Kate sentit qu'il ne la connaissait pas vraiment. Quand elle parla à Suzanne, elle lui demanda « Attendre Noël ?» et ensuite elle lui expliquait tout sur la situation. Parce que sa grand-mère faisait des huîtres spéciales. Et puis on les voyait parler et il savait que Ma était son grand-père la veille de Noël quand il les préparait. Tradition. Elle était excitée à l'époque. Essayant de raconter les traditions de son grand-père. Qui célébrait Noël en particulier. Elle pensait aussi à la tarte de Noël que sa mère prépare chaque année. Et elle invitait Ma à dîner s'il était à la campagne. Et elle lui a dit que ce qu'il mange à Noël est différent. Mais qu'au final, tout le monde fête Noël. Dans le même esprit, j'ai senti qu'il serait possible pour Ma d'utiliser des ingrédients de qualité provenant de son magasin. Comme le papin et chocolat riche. Elle a eu une idée qui combinait les friandises belges avec des éléments américains. Et son amour pour l'idée était fort. D'autant plus qu'il a vu que c'était une opportunité de fusionner le belge avec l'américain. Et Suzanne a demandé à Ma d'être le responsable. Chocolatier officiel dans son émail pour le chocolat belge importé. Il accepte à condition qu'il puisse emmener sa nouvelle entreprise. Kate, avec lui. Et Kate propose du chocolat fabriqué par ses propres mains. Et si elle court, elle la remercie d'avoir sauvé le magasiné sans qu'elle ait à le faire. Il célèbre le Noël de la famille au même moment où nous voyons une enseignante de l'école parler aux élèves. Et elle apporte ils s'approchent des chiens, interagissent avec eux, ou même les laissent s'approcher d'eux et les mordre. Avec leur langue, car le chien, aussi propre soit-il, peut les infecter avec des virus et d'autres maladies difficiles à traiter. Charles était l'un des élèves de la classe. Dès que la cloche a sonné, lui et les siens, des amis couraient et rentraient chez eux. Mais Charles se rendait ensuite dans une décharge. Du côté de la victime. Et de là, il récupérait les vieux magazines et repartait à la fin de la journée. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il était dedans, dans sa chambre. Il récupérait des épingles et les épinglait sur le bureau. Et il les a frappées avec la main une fois. Et l'épingle a pénétré dans sa main. Et Charles ne souffrait pas. Et comme s'il s'entraînait à supporter la douleur. Parce qu'il faisait cela tout le temps et testait ses capacités. Il a enduré la douleur. Et pas une seule fois il n'a crié ou montré une quelconque sensation de douleur sur son visage. Ensuite, il sortait dîner avec sa mère et son père en toute tranquillité. Et il le faisait, ne communiquait pas avec eux comme n'importe quel enfant normal. Il finissait de manger et allait dans sa chambre sans parler de sa journée ni personne ne lui en parlait. Tout. Pas même ses rêves et ses souhaits. Le faisait se sentir seul tout le temps. Dans la maison en face de celle de Charles. Une vieille femme nommée Margaret vivait seule pendant sa journée. À part rencontrer ses amis et rentrer chez elle. Ce groupe d'amis s'appelait André. Et il lui parlait d'un de leurs amis. Il n'a jamais manqué aucune de leurs réunions. Mais depuis le jour où elle a eu un caniche, elle ne sort plus de chez elle. Et personne ne la voit sauf où. Et où, à ce moment-là, Margaret lui dit que toute l'histoire est que leur amie a vieilli. Qu'elle bouge moins et qu'elle n'aime pas sortir chez elle. Elle se sent gênée. Et puis quelques jours plus tard, c'était l'anniversaire de Margaret, et sa fille Florence et son mari lui apportaient un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que ce serait? La première fois qu'elle le voit. Elle est surprise qu'il lui apporte un chien. Elle ne l'a pas aimé dès le début. Elle trouve même que son apparence est étrange. L'important est qu'elle ne sait pas comment rejeter sa présence. Mais quand il se déplaçait dans la maison, elle ne savait pas comment le contrôler, ou l'empêcher d'entrer dans sa chambre. Et il a commencé à semer le chaos dans l'endroit. Avec sa porte menant à ses vêtements. Et il a interrompu le premier jour. Et cela l'a rendu fanatique et l'a haï davantage. Mais elle ne l'a pas fait sait comment se débarrasser de lui. Et quand André l'apprend,
Il lui propose de parler à Florence et de lui demander. Elle le reprend, mais elle refuse. Elle a peur de Florence et des mots qu'elle va lui dire, et elle pense à la situation qui s'est produite l'année dernière et à la façon dont Florence s'est battue avec elle et a été insultée. Nous allons chez Baxter et il était enfermé dans la maison tout le temps, et il n'y avait rien devant lui sauf qu'il se tenait devant la maison. Fenêtre observant les oiseaux et les papillons derrière la fenêtre, et il était méchant. Ils doivent se déplacer et rester librement sans aucune restriction, mais il a été emprisonné pour le reste de sa vie au point qu'il est déterminé à tuer n'importe quel oiseau qu'il a. Se rencontrent un jour, et au moment où il quitte enfin la maison, dès que Margaret ouvre la porte, un oiseau erre dans le jardin jusqu'à ce qu'il le tue dès son départ. C'est lui qui se sentait heureux dans le jardin, et il n'a pas écouté un mot, et il a marché derrière elle toute la journée, même si elle l'empêchait de monter à l'étage pour qu'il ne dérange plus sa chambre. À ce moment-là, elle avait peur de Baxter, mais avec le temps, cette peur disparaît et Baxter est capable de savoir qu'elle l'est. Elle n'a plus peur de lui, mais cela lui fait peur car il s'inquiète pour elle et de ce qu'elle pourrait lui faire. Un jour, Margaret était avec ses amis, dont André, qui parlait à Baxter, et il le tuait. La deuxième fois, elle le lui rendit, mais Margaret se battait avec lui cette fois, et elle pensait qu'il intervenait dans sa vie, même si elle ne l'a pas fait. Elle s'immisce dans sa vie, et elle ne parle pas du tout de sa fille et ne lui pose pas de questions sur elle. Elle part et s'en va en colère, et quand elle rentre chez elle, elle s'enferme pendant une journée. Sortir et dire que le temps est passé. Elle laisse Baxter assis à côté d'elle, sans bouger, et elle regarde la télévision et les programmes de cuisine jusqu'à ce qu'il ne pense pas qu'un jour elle le mangera. Elle cherchait la bonne recette pour sa cuisine. Et c'était parce qu'il avait tellement peur d'elle. Quand elle sortait dans sa chambre, Baxter dormait toute la nuit près de la fenêtre, regardant leurs voisins, la famille de Charles. Le lendemain, Charles le voyait partir dans la décharge à la recherche de vieux magazines et de journaux, et je trouvais que ce qu'il cherchait, c'était tous les vieux magazines, toutes les nouvelles et les photos sur la guerre, les soldats et la vie pendant la guerre, et quand il rentre chez lui, il veille tard pour lire les informations et regarder des photos des soldats et fumer. Il était là avec eux, et nous connaissons ici la raison qui l'a poussé à s'entraîner à endurer la douleur. Fenêtre comme d'habitude, et quand il a vu son père, Charles, dans le jardin, marchant sur l'herbe, il a gémi. Il est jaloux, et sa liberté lui est retirée, et la chose la plus simple est privée. Il joue sur l'herbe comme n'importe quel animal, et soudain Margaret cherche Pakistan, elle le trouve au dernier étage, et quand elle arrive à lui, elle monte dans les escaliers pour le chercher et voir ce qu'il a fait. Une fois, elle tombe des escaliers, sa jambe est cassée, puis elle appelle sa fille, Florence, et son mari, pour la rattraper, et ils viennent effectivement vite la voir et l'emmènent à l'hôpital. Les jambes de Margaret étaient cassées et elle ne pouvait pas marcher dessus, alors le mari de sa fille achetait elle a des béquilles pour marcher, et elle n'a besoin de l'aide de personne, et il ne quitte pas la maison jusqu'à ce qu'il l'apprenne à les utiliser. Bien sûr, parce que ses jambes sont cassées, elle ne peut pas monter les escaliers, et elle doit dormir sur le canapé jusqu'à ce qu'elle récupère, et depuis le moment où ils se sont cassés, elle n'a pas quitté la maison ni ouvert la porte. Jusqu'à présent, Pax serait mort d'enfermement dans la maison, et cela aurait été comme s'il l'était dans une prison effrayante alors que Charles était dans sa seconde vie. Du tout ce à quoi il pense et les programmes que je regarde parlent des Allemands, de la guerre, de leur chef, et l'informateur André s'inquiète pour Margaret. Elle a disparu depuis 2 semaines et n'est pas visible, et personne ne sait rien. Il va voir leurs amis pour lui poser des questions, mais personne ne l'aide. À la fin, il se rend chez elle et lui demande d'ouvrir pour la voir. Mais Margaret l'a ignoré et n'a pas ouvert la porte et était bouleversée à cause de cela. Elle n'intervenait pas dans sa vie ni dans la mienne. La vie de sa fille et André ont passé beaucoup de temps debout sous la pluie sans que Margaret ne lui réponde, et il a dû rentrer chez lui avant de se fatiguer. Pendant cette période, Margaret a négligé sa maison et elle s'est transformée en désordre sans autre endroit. Et elle ne savait même pas comment s'éloigner des ordures et des objets qui tombaient par terre et entrer dans un état de dépression un jour à la fois. Andy était le seul à poser des questions sur Margaret, à la chercher. Et aller chez elle, et cette fois il n'en avait pas assez que la cloche sonne, non, il brise la porte et ouvre la porte et entre, et dès que la porte s'ouvre, Baxter n'y croit pas et s'enfuit de la maison et court vers la maison de Charles et s'y cache quand André entre. Dans la maison, il appelle Margaret et la trouve morte dans les escaliers.
Puis il est choqué et sort rapidement, appelant quelqu'un à l'aider. Florence ne laisse pas Noël garder Baxter car il l'aime. Et il est habitué à elle et c'est à partir de là que commencèrent les jours heureux de Baxter. Sa vie chez Noël était très différente de celle qu'il vivait chez Margaret. Il sortait constamment dans le jardin, et sa liberté et Noël jouaient aussi avec lui la plupart du temps, ce qui l'a fait s'accrocher à lui, contrairement à Margaret. Après quelques mois, les choses allaient quelque peu changer après cela. Noël savait qu'elle était enceinte et que sa santé se détériorait, elle ne pouvait donc plus jouer avec Baxter comme avant. Mon mari a découvert une vieille fontaine à. Le jardin a été nettoyé autour, et il a retrouvé son ancienne forme, et le jardin a été nettoyé. Pax a été surpris que le mari de Noël aime la boue et creuse comme lui, et a profité du fait que Noël n'aimait pas l'odeur de la boue. Même au moment où Charles était là tout le temps. Il était isolé et brûlait la boulangerie d'Hitler. Au bout de combien de mois, la situation était. La maison a complètement changé lorsque Noël a donné naissance à son bébé, et Baxter avait l'habitude de le faire. Regarde et joue avec lui la plupart du temps. Une fois, Baxter gardait le petit garçon dans le jardin. Une fois, il a aboyé bruyamment parce que le garçon était tombé dans la fontaine et se serait noyé si son père était venu rapidement et l'avait sauvé après avoir entendu la voix de Baxter. Ensuite, ils ont à nouveau rempli la fontaine pour que cet incident ne se reproduise pas. Au fil du temps, il était difficile pour Baxter d'être avec l'enfant, et Noël ne savait pas comment s'occuper de la maison et se réconcilier entre eux. À ce moment-là, son mari abandonne le chien, Baxter, à Charlie et au sien père, et ici commence une nouvelle phase dans la vie de Baxter et pour la première fois. Un jour, il avait l'impression d'avoir enfin trouvé une personne qui lui ressemblait et qui partageait les mêmes intérêts que lui depuis toujours. Dans son camp, il faisait ce qu'il faisait, et il emmenait Baxter avec lui tout le temps, et à partir de là, il commençait à l'entraîner comme s'il était un soldat de l'armée, en lui faisant sauter des obstacles, traverser des tunnels, etc. Et Baxter se sentit quelque chose d'étrange, et même si Charles resserrait la chaîne autour de son cou et ressentait de la douleur, il était heureux et se sentait heureux quand Charles passait devant quelque chose dont il avait besoin. Il met en œuvre son entraînement et continue une seconde fois lorsque Charles lui apprend à attaquer les gens et les commenter, toujours sur le plan personnel et le faisant l'attaquer tout le temps. Un jour, ils emmènent Charles avec lui et se rendent chez Margaret. À ce moment-là, Baxter refuse de franchir la porte. Même alors, Charles entre et enfonce la porte et entre la maison pour la fouiller. Puis, alors qu'il est à la casse, arrive un des ouvriers, qui est la fille du camarade de classe de Charles. Il fait sa connaissance et lui parle jusqu'à ce qu'ils conviennent qu'ils seront amis et qu'ils dresseront des chiens. Le leur, mais quand Eva sort pour dresser son chien, son père l'écrase et la combat parce qu'elle sortira toute seule sans autorisation, mais Eva se convainc et sort puis se rend à la casse au moment où Charles était en prison Baxter, et après cela, il a continué à frapper Baxter et à garder tout ce qui était près de lui loin de lui, et à une occasion, il est venu dans cette cour, un chien étrange et brisé qui attaque et tue parce qu'il empiète sur l'endroit. C'était la première fois qu'il était tué, et quand il faisait cela, c'était pour une raison. À ce moment-là, Charles était content de ce que Baxter avait fait, et il ne voulait pas le punir ni l'abandonner ou quoi que ce soit. Il voulait qu'il s'entraîne. Après quelques jours, sa chienne, Eva, a donné naissance à 7 petits chiots, et tous ressemblaient exactement à Baxter, et Eva a laissé Charlie partir. Il les emmène dans son camp parce que son père ne le fait pas. Je veux qu'ils soient dans la maison, et Charlie les prend et c'est une excellente opportunité pour lui, et il m'est venu à l'esprit qu'il l'avait utilisé dans son entraînement et les avait rendus féroces dès le début. Chaque jour, Charles se rendait dans la maison abandonnée de Margaret et voyait le fils de Will et sa famille. Comme Baxter avait l'habitude de le faire. Et avec le temps, sa mère remarquait ses fréquentes absences de la maison et qu'il ne rentrait à la maison que pour dormir et quand il était là. Il était enfermé dans lui-même et il ne savait pas comment communiquer avec lui. À ce moment-là, il profite de son absence pour entrer dans sa chambre et chercher n'importe quoi. Des preuves et ils savent à quoi il a été occupé pendant tout ce temps. Puis ils sont surpris quand ils découvrent que tout le monde dans la pièce est au courant de la guerre. Les soldats, les Allemands et Hitler avaient peur à ce moment-là. Ils s'inquiètent davantage pour lui. Et sa mère est celle qui s'inquiète le plus pour lui. Mais quant à son père, il voit que ce n'est qu'un passe-temps et qu'il prendra son temps. Et c'est tout. Quand il sera grand, les passe-temps la seconde où elle l'allumait. Et le deuxième jour,
Il y avait un garçon dans la casse, qui venait chercher des bouteilles. C'est vide, mais Charles est enfermé dans un trou avec Baxter et il laisse Baxter l'attaquer à ce moment-là. Le garçon espère qu'il les sauvera. Et le Pakistan ne l'attaque pas du tout car il n'a aucune raison de le laisser l'attaquer. Et tuez-le, juste au moment où Charles l'incitait à ce moment-là. Le garçon sort et Charlie prend Baxter et va l'attacher dans le garage et le torture pour avoir désobéi à ses ordres. À la fin de la journée, il a pris les chiots Baxter. Et je les ai enterrés, il s'est réveillé pour se venger de lui. Puis Charles se rendait au garage et s'est rendu compte que Baxter n'était pas là à ce moment-là. Il est allé demander à sa mère et s'est disputé avec elle. Il savait où il allait et il était très fanatique à l'époque où Baxter était dans la casse et écrivait un témoignage et ils ont lu qu'il se vengeait de Charles. À ce moment-là, Charles est arrivé et l'a appelé. Mais Baxter reste immobile, ne bouge pas, et Charles se met en colère contre lui et lui jette des pierres, du fer et tout ce qui lui arrive, sa main voulait le tuer. Mais une fois, il tomba dans la fosse avec lui et Bax l'attaquait et le tuait. Mais quand Charles passa, Baxter était fermement en place. Il fut incapable de désobéir à son ordre et tomba. Charles a pris un fer à repasser et l'a battu avec pour une raison quelconque. Il le tue. Puis son père vient le chercher. Et quand il le voit, il l'arrête rapidement et essaie de le rassurer. Et Charles lui dit que Baxter a essayé de le tuer. Même si c'est le contraire qui s'est produit. Et après cela, Charles était comme il avait l'habitude d'y aller tous les jours la nuit. Sans que personne ne le remarque. Entrant dans la maison de Margaret et surveillant la maison de Noël. Que ce soit de jour ou de nuit, il pense de la même manière que Baxter. Et tout ce qui lui vient à l'esprit c'est que Lowell et elle. La maison de son mari est pleine d'amour et il triche. Avec eux au lieu de sa famille. Et tout comme Baxter a trouvé l'amour avec eux et avec eux. Il trouvera aussi l'amour et le bonheur avec eux. Mais comment cela s'est-il produit lorsque sa famille était là à ce moment-là? Un incendie dans la maison et sa mère et son père y sont morts. Alors tout le monde se rétablirait. Je leur ai dit que Noël serait heureux. Et Charles n'a pas compris que le problème était qu'il y avait une personne très violente. Et dans la maison, à la fin, nous apprenons qu'il n'y a plus d'obéissance quoi qu'il en soit. Qui en paye le prix? C'est la même personne, comme cela s'est produit avec Baxter. Parce qu'il était très obéissant envers Charles. Il l'a payé de sa vie. Même s'il aurait pu s'échapper ou se défendre. Et il y en a eu. Beaucoup de seconde option, mais il s'habituait à exécuter les ordres. Mais il avait même perdu sa capacité à se sauver. Et quels que soient les événements dans lesquels nous nous trouvons, nos vies doivent être notre priorité. Il n'est pas utile que quelque chose se produise. Être affecté négativement et privé de notre volonté, de nos décisions, etc. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un au point de nous sacrifier pour lui. Peu importe ce qu'il est. Souvent, fuir est le plus grand courage. Car rien n'est plus précieux que notre vie. Nous devons prendre soin de nos enfants, de leur style, et leur comportement, parce que le comportement de ce que nous voyons d'eux et nous rencontrons une transformation dans leur personnalité. Et du coup nous rencontrons une personne anormale. Nous devons la diriger correctement. Nous communiquons avec eux sans leur beau-frère. Et nous ne savons rien d'eux parce que c'est juste nos conversations avec eux et nos questions portent uniquement sur leur journée et ce qui s'est passé entre leurs mains, sur la confiance et la sécurité, et sur le fait qu'il y a quelqu'un qui se soucie et a peur pour eux. Tout cela constitue une génération entière et nous en sommes responsables. Son éducation. Nous devons faire notre devoir au maximum. N'oubliez pas de nous soutenir, belles personnes, avec des likes et des partages, les meilleurs followers. Leur beau-frère ne leur est d'aucune utilité, et nous ne savons rien d'eux, car notre simple conversation avec eux et nos questions ne concernent que leur journée et ce qui s'est passé entre leurs mains, leur confiance et leur sécurité, et qu'il y a là c'est quelqu'un qui se soucie d'eux et qui a peur. Tout cela constitue une génération entière dont nous sommes responsables et de son éducation. Nous devons faire notre devoir au maximum. N'oubliez pas de rester, belles personnes, soutenez-nous en aimant. Et partage, mes très chers disciples. La paix soit sur vous. Leur beau-frère ne leur est d'aucune utilité, et nous ne savons rien d'eux, car notre simple conversation avec eux et nos questions ne concernent que leur journée et ce qui s'est passé entre leurs mains, leur confiance et leur sécurité, et qu'il y a là c'est quelqu'un qui se soucie d'eux et qui a peur. Tout cela constitue une génération entière dont nous sommes responsables et de son éducation. Nous devons faire notre devoir au maximum. N'oubliez pas de rester, belles personnes, soutenez-nous en aimant. Et partage, mes très chers disciples. La paix soit sur vous.
La jalousie et les malentendus entre les personnages se révèlent comme des forces motrices essentielles dans le développement de l'intrigue. Ces dynamiques mettent en lumière les conséquences souvent dévastatrices des actions impulsives, nous incitant à réfléchir sur la nature humaine. Dans cette histoire, les souvenirs d'enfance du protagoniste émergent comme des révélateurs puissants de traumatismes non résolus. Ces souvenirs influencent considérablement ses relations présentes, ajoutant ainsi une profondeur fascinante à son personnage et nous offrant un aperçu des cicatrices émotionnelles qui façonnent son comportement. De plus, la dynamique familiale complexe se déploie, marquée par des conflits financiers et émotionnels. Cela éclaire les motivations des personnages, démontrant comment des intérêts personnels peuvent facilement conduire à des trahisons dévastatrices, fragilisant les liens qui les unissent. Les tensions atteignent un paroxysme lorsqu'Ian provoque Jay, révélant ainsi des rivalités personnelles enfouies. Ce conflit illustre la dynamique complexe qui règne entre les employés au sein d'un milieu de travail, enrichissant la trame narrative d'une intensité palpable. Face aux menaces de son nouveau supérieur, le protagoniste démontre un courage remarquable, mettant en avant son désir de se défendre. Cette situation souligne non seulement la lutte pour le pouvoir, mais aussi l'ardente quête de reconnaissance dans un environnement professionnel impitoyable. L'évolution des sentiments de la protagoniste, qui s'efforce de cacher son amour, reflète la complexité inhérente aux relations professionnelles. Cela souligne le fait que les émotions peuvent influencer de manière significative la dynamique d'équipe et par conséquent, la productivité au sein de l'organisation. Dans un tournant inattendu, le père de la jeune femme tente de la marier à un homme qu'elle ne connaît pas, soulevant des interrogations profondes sur le consentement et la liberté individuelle. Ce dilemme fait écho aux luttes contemporaines pour l'autonomie des choix personnels. La perte de mémoire de la jeune femme complique considérablement sa situation. Elle navigue entre des souvenirs perdus et une réalité troublante, ce qui crée un climat d'incertitude et une quête désespérée de compréhension. Les relations tendues entre les membres de la famille se voient exacerbées par des conflits d'intérêts, en particulier autour de la gestion délicate de l'entreprise familiale. Cela souligne les défis qui se posent lorsque les obligations familiales se heurtent à des aspirations personnelles. Songo, hanté par de lointains souvenirs d'enfance perdus à la suite d'un accident, se retrouve influencée dans son comportement et ses interactions avec un homme mystérieux. Elle essaie désespérément de comprendre la source de son attraction envers lui, ce qui ajoute une couche de mystère à leur relation. Lorsque cet homme perd connaissance et se réveille dans un état de confusion, il se met en quête de Songo, soulignant ainsi la complexité de leur relation. Il est déchiré entre ses sentiments émergents et la dure réalité qui l'entoure, un équilibre fragile qui ne fait qu'ajouter à la tension. Les hallucinations de cet homme révèlent ses luttes internes concernant ses sentiments pour Songo. Cela reflète la difficulté de naviguer dans leurs émotions respectives, créant une dynamique intrigante et profondément humaine entre les deux personnages. Les personnages principaux, Jeu et Bae, se retrouvent à lutter avec des sentiments contradictoires, générant ainsi des tensions palpables au sein de leur relation. Leur dynamique évolue au fil du temps, alors que les malentendus s'accumulent, ajoutant un fil narratif riche en émotions. La communication ressort comme un thème central, illustrant comment les personnages évitent souvent d'exprimer leurs véritables émotions. Cette réticence conduit à des conflits internes et externes complexes qui compliquent encore davantage leur situation déjà précaire. Enfin, les conséquences des choix des personnages sont minutieusement explorées, mettant en évidence comment leurs actions influencent leurs relations. Les décisions prises engendrent des répercussions inattendues, modifiant le cours de leur vie et nous rappelant que chaque choix compte. Shio prend une décision audacieuse, celle de quitter le cocon familial pour devenir agent de sécurité. Un tel choix illustre son ardent désir de liberté et d'autonomie, défiant ainsi les pressions exercées par sa famille. Face aux efforts inlassables de son père pour la ramener dans le droit chemin, Shio refuse de renoncer à son rêve de poursuivre des études universitaires. Sa détermination témoigne de son engagement profond envers ses aspirations personnelles, malgré les obstacles. Bientôt, des rumeurs commencent à enfler concernant l'identité de Shio, qui serait l'héritière d'un puissant groupe d'entreprises. Cette révélation inattendue sème la discorde et les attentes parmi ses camarades de classe, transformant son quotidien en un véritable champ de bataille. Dans cet environnement turbulent, la pression sociale joue un rôle incontournable dans les accusations qui pèsent sur Xiao. Beaucoup de ses pairs, façonnés par des rumeurs et des récits partagés, la condamnent sans hésitation. Pour tenter de rétablir son honneur, Xiao s'efforce de prouver son innocence en mettant en avant des preuves tangibles, comme le collier de son chien. Pourtant, la méfiance continue de régner parmi ses camarades, créant un fossé de suspicion. Les interactions entre les personnages mettent en lumière des luttes complexes de pouvoir et des conflits d'intérêts. Chaque individu semble chercher à tirer parti de la situation, souvent au détriment des autres, augmentant ainsi la tension ambiante. La fête annuelle de l'université se profile à l'horizon, un événement marquant qui unit tous les personnages autour d'un même but.
Les étudiants se préparent avec une excitation palpable, espérant que cette célébration apportera un souffle nouveau à leur vie. Joanne, la mère de Gang, se révèle être une figure centrale dans cette histoire. Sa présence au sein de l'université ajoute une dimension émotionnelle significative, tissant des liens complexes entre les personnages principaux. Cependant, Xiao éprouve une jalousie grandissante envers la relation entre Gang et Jeanne. Ce sentiment l'entraîne vers des actions extrêmes, révélant la profondeur des émotions humaines face à l'amour et à l'amitié. L'angoisse de Shawan pour son ami illustre la complexité des relations interpersonnelles. Sa préoccupation est le reflet poignant de l'importance des liens d'amitié, surtout en période de crise. La performance de la mère de Shaw génère des attentes et des malentendus au sein de la communauté estudiantine. Cet aspect met en lumière la pression sociale qui pèse sur les jeunes dans des milieux académiques de plus en plus compétitifs. Les interactions entre les étudiants révèlent des ambitions personnelles et des désirs de statut social. Leur comportement subtil souligne la lutte pour l'acceptation dans un environnement académique compétitif. Un personnage féminin utilise son apparence pour contourner les attentes familiales liées au mariage, illustrant ainsi la manière dont la pression familiale peut influencer les choix individuels. Un concours de conception d'avions émerge comme un tournant majeur, suscitant une rivalité palpable entre Jing et Xiao. Ce concours devient non seulement un terrain d'affrontement, mais il soulève également des thèmes cruciaux tels que la compétition et l'intégrité professionnelle. Enfin, la trahison de Gang contre Xiao entraîne des conséquences désastreuses, y compris une disqualification. Cet événement souligne de manière poignante l'importance de l'honnêteté et de la reconnaissance dans la quête du succès personnel. Le début de la relation entre Musa et la femme est marqué par des intentions cachées, tissant ainsi le fil d'une manipulation amoureuse qui crée une tension palpable. Cette dynamique d'ambiguïté génère un climat dramatique, engageant le spectateur dans l'approfondissement de leur histoire. Après cette année d'une connexion tumultueuse, la femme perd la mémoire, ajoutant ainsi une couche de mystère qui entoure leur relation. Cette amnésie soulève des interrogations profondes sur son identité et son passé, faisant aussi les Musa entre l'espoir de la retrouver et la douleur de l'oubli. La révélation que les enfants ne sont pas de Musa provoque une véritable crise d'identité pour lui. Ce bouleversement met en lumière les conséquences émotionnelles de la trahison, confrontant le protagoniste à ses propres sentiments tumultueux, oscillant entre la colère et la quête d'un amour perdu. Malgré ses sentiments contradictoires, le protagoniste est résolu à retrouver la femme qu'il aime. Ce parcours amoureux souligne la complexité de leur relation, où l'amour et la haine s'entremêlent, révélant la profondeur de ses émotions face à cette situation inextricable. Cependant, les enfants de la femme ignorent les sentiments profonds qu'elle entretient pour Musa, ce qui crée une tension délicate entre parents et enfants. Cette mécompréhension met en évidence l'impact des relations sur la dynamique familiale, rendant la situation encore plus précaire. Malgré ses préoccupations de sécurité, la femme commence à développer des sentiments pour le protagoniste, intensifiant ainsi la tension dramatique de leur histoire. Cela met en exergue l'importance cruciale de la confiance dans une relation, un élément essentiel pour surmonter les obstacles qui les séparent. Xiao, de son côté, refuse de s'excuser face aux accusations qu'elle ne comprend pas. Ce refus souligne un manque de communication claire entre elle et son fiancé, révélateur des lacunes qui fragilement construisent leur relation. Leur amitié de 20 ans, enchevêtrée de souvenirs et d'attentes, complique leur situation présente. Chaque souvenir, chaque espoir, influence leurs décisions actuelles, créant un labyrinthe émotionnel difficile à naviguer. Les enfants jouent un rôle déterminant dans la dynamique entre Xiao et son fiancé. Leur présence innocente rappelle les enjeux émotionnels lourds qui pèsent sur la famille, accentuant la complexité des relations interpersonnelles. Un accident planifié expose les tensions latentes dans leur relation, tout en révélant les gestes affectueux qui témoignent de l'amour qu'ils se portent. Cela illustre la complexité des émotions en jeu, entre désir et anxiété, passion et crainte. Les attentes familiales en matière de responsabilité et de rôle de grands-parents exercent une pression supplémentaire sur leur relation. Cela reflète les traditions et les valeurs familiales qui influencent inévitablement les choix individuels, ajoutant une couche de responsabilité à leurs actions. Les enfants jouent également un rôle crucial en soutenant leur mère, tout en encourageant un engagement rapide avec Si. Leur perspective innocente apporte une légèreté salutaire à la situation tendue des adultes, contrastant avec la gravité des enjeux émotionnels. La femme, confrontée à des violences physiques en tentant de sauver son fils, illustre de manière poignante les dangers omniprésents qui menacent sa vie. Son état de faible conscience souligne sa vulnérabilité, un appel désespéré à la protection et à l'amour. Les souvenirs et les regrets partagés entre les deux protagonistes révèlent des conflits internes profonds. En naviguant entre l'amour, la trahison et la culpabilité, ils se retrouvent pris dans un tourbillon d'émotions qui complique leur lien indéfectible. Le personnage masculin, dévoré par la colère et la douleur, se lance dans un plan de vengeance.
Cette quête de réparation montre comment la trahison peut mener à des conséquences dévastatrices, faisant ressortir une dynamique de pouvoir essentielle dans leurs relations tumultueuses. La famille de Shahia, bien que riche et célèbre, se débat pour trouver sa place dans un monde qui semble lui échapper. Ce décalage entre les fastes d'un passé glorieux et les défis du présent crée un contraste frappant qui interroge sur la véritable nature de la reconnaissance et du succès. Dans ce contexte, les relations interpersonnelles au sein de la famille se révèlent particulièrement complexes, surtout après la disparition tragique de leur sœur adoptive. Lors d'une réunion familiale, des tensions et des malentendus émergent, exposant des fractures anciennes qui n'ont jamais vraiment cicatrisé. Au milieu de cette tourmente, Shahia lutte avec sa décision de rester mariée, malgré les difficultés grandissantes qui l'entourent. Ce dilemme soulève des questions poignantes de loyauté et de soutien familial, alors qu'elle tente de naviguer dans un réseau d'attentes et d'émotions contradictoires. La dynamique familiale prend un tournant inquiétant lorsque la mère, dans un besoin désespéré de protéger sa fille, recourt à la violence pour maintenir le contrôle. Cette situation met en lumière la réalité destructrice des conflits familiaux, où l'amour et la peur s'entrelacent de manière toxique. Parallèlement, les personnages se livrent à des manipulations pour satisfaire leurs propres désirs, entraînant une spirale de souffrance émotionnelle. Cela souligne la fragilité des relations interpersonnelles, où chaque acte peut avoir des conséquences dévastatrices. Dans ce contexte troublé, le thème de la santé mentale émerge de manière poignante, alors que plusieurs personnages sont suggérés pour un traitement psychiatrique. Cette situation soulève des interrogations sur la perception et le traitement de la maladie mentale au sein des familles, exposant des stigmates profondément ancrés. Les sœurs de Yang, préoccupées par son mariage récent, expriment leur inquiétude quant à son bonheur. Elles remettent en question les choix qu'elle a faits avec Su, créant un climat de tension et d'incertitude qui assombrit l'avenir de leur relation. Dans ce cadre, Su tente désespérément de convaincre Yang de la sincérité de ses sentiments. Cependant, elle se heurte à des doutes profonds et à des conflits internes qui exacerbent les malentendus, plongeant leur relation dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Au cœur de ce conflit, le manager du club émerge comme un personnage clé, symbolisant les obstacles sociaux que Yang et Su doivent impérativement surmonter. Ce nouvel antagoniste ajoute une couche de complexité à leur lutte, illustrant les défis auxquels ils font face dans leur quête d'acceptation. La grand-mère, dans sa quête de lien, essaie de prendre la fille, mais celle-ci refuse de la laisser partir. Cet affrontement met en lumière les tensions intergénérationnelles qui existent, révélant la complexité des relations au sein de la famille. Dans ce cadre tumultueux, le personnage principal affronta des choix cruciaux dans sa carrière d'actrice, notamment un rôle dans un film qui s'oppose à la vision du réalisateur. Cette situation soulève des questions complexes sur l'intégrité artistique et les sacrifices que l'on est prêt à faire pour réussir. Le réalisateur, quant à lui, use de méthodes coercitives pour parvenir à ses fins, créant un climat de pression pesant sur l'actrice. Ce comportement met en lumière les abus de pouvoir qui persistent dans l'industrie cinématographique, posant des questions éthiques fondamentales. Su, dans un moment de vérité, dévoile que Shan, son ancien partenaire, est aux prises avec une addiction aux drogues, un fait qui a engendré de nombreux problèmes au sein de sa propre famille. Cette révélation choque tant Yang que sa mère, plongeant la famille dans une spirale de révélations déstabilisantes. Les tensions familiales s'intensifient lorsque Yang découvre que ce n'est pas réellement sa sœur. Cette découverte remet en question leur projet de mariage, exacerbant les conflits déjà présents entre les personnages et ouvrant la porte à de nouvelles interrogations. Enfin, la tentative désespérée de Yang de kidnapper sa fille pour se venger de Shi illustre la profondeur de la manipulation et de la colère qui imprègnent cette histoire complexe. Cela souligne les enjeux émotionnels élevés dans un récit qui examine les limites de l'attachement et du ressentiment. La série commence avec Young lorsqu'elle va au supermarché pour acheter du lait, et en payant, elle se rend compte qu'elle n'a pas assez d'argent. Ryan, le propriétaire de l'entreprise de nettoyage où elle travaille, voit cela, alors il va acheter du lait. Et le lui laisse sur son bureau, mais elle achète plus tard le lait pour elle-même, ainsi que pour Ray, et elle se rend à son bureau et le met. Elle est également au bureau sans savoir ce que Ryan a fait quand il revient. Dans son bureau, il trouve le lait et pense qu'elle a refusé de le manger, supposant qu'elle est toujours en colère contre lui, alors il décide d'aller la voir. En même temps, elle trouve aussi le lait sur son bureau et pense la même chose. Ils se rencontrent et parlent en même temps, et à la fin il comprend ce qui s'est passé et se sourit.
Puis ils s'assoient ensemble et prennent un verre et elle partage sa nourriture avec lui. Après avoir fini, il retourne à son bureau et trouve le ordinateur ouvert sur leur idée de projet et sans la présence de quelqu'un. Le lendemain, Young se rend chez un client et essaie de nettoyer rapidement, mais il sort de sa chambre et lui dit qu'elle part, mais elle lui dit qu'elle le fera terminer son travail le plus tôt possible. Ensuite, elle lui demande de l'aider à nettoyer, ce qui lui donne le sentiment d'être autonome même s'il est en fauteuil roulant. Il sait qu'elle ne partira pas avant d'avoir fini. Le ménage l'aide et ils accomplissent la tâche ensemble. Après avoir terminé, elle va au supermarché chercher son lait à la fraise préférée, qu'elle trouve en même temps. Il y a un jeune homme debout avec la vendeuse qui veut le même lait. Lui dit que cela n'existe pas, alors Young dit qu'elle ne veut pas du lait et que le jeune homme peut le prendre, mais la vendeuse n'est pas d'accord et insiste. Cependant, quand elle prend le jus, cela contrarie le jeune homme qui le reçoit. En colère et quitte les lieux. Puis la vendeuse lui dit que le jus est un cadeau du supermarché, ce qui la rend très heureuse. Après quelques jours, Young se rend au supermarché. De nouveau au marché pour acheter du lait, la vendeuse lui dit que le lait est également gratuit aujourd'hui. Young est surpris et lui explique pourquoi vous lui donnez du lait gratuitement. La vendeuse lui dit que Ren a acheté tout le lait au supermarché et l'a payé. Il a dit à la vendeuse de ne pas le dire à Young, alors elle en prend un et va le lui donner et lui dit que le projet a été volé et il part, puis tu vas voir Jan pour le trouver. Une solution au problème, et ils envisagent de se rendre dans l'un des bureaux, où ils apprennent qu'une entreprise concurrente en fait partie. Leur projet a été volé et ils proposent un prix inférieur. Ensuite, ils vont voir Ren pour lui parler et lui présenter l'idée. Il accepte et ils se rendent ensemble chez le directeur de l'entreprise et le trouvent assis avec Jack, qui a volé le projet en échange. Pour l'argent, Young entré est bouleversé par ce qu'il a fait. Jack essaie de l'arrêter, puis Ren s'excuse et la prend et part. Quand ils partent ensemble, elle lui demande pourquoi il l'a laissé. Ils lui disent tout, puisque le directeur de cette entreprise travaillait avec eux sur le projet, mais il n'était pas d'accord et est finalement parti. Il lui dit qu'il ne gagnerait pas à l'exposer. Après cela, elle décide de l'inviter à dîner chez elle, et son père l'accueille. Puis Léon, leur voisin, arrive et ils continuent tous les deux à échanger des regards étranges. Termine, Young va faire la vaisselle, puis Léon demande à Ren de lui parler seul. Ils sortent ensemble et Léon lui dit qu'il devrait rester à l'écart car elle est la seule avec qui il peut toucher et s'asseoir normalement et non parce qu'il l'aime. Ren le regarde et le quitte et s'en va. Le lendemain, le manager demande à Young de nettoyer l'appartement de Ren parce qu'il est le dieu du ménage. Il y a un problème, elle accepte et s'y rend. Elle constate que la maison est déjà propre, mais elle sait qu'elle doit être nettoyée plusieurs fois à cause de sa maladie. Le lendemain, le père du jeune Ness est fatigué et ne sait pas comment. Pour entrer dans la maison, Léon lui dit qu'il ira le chercher chez Young au travail. Son père insiste pour l'accompagner, mais Léon ne le veut pas parce que il ne sait pas que Young travaille comme femme de ménage, mais son père insiste pour qu'elle l'accompagne. Lorsqu'il arrive dans l'entreprise, Young court vers Young et lui donne des vêtements différents pour que son père ne le sache pas. Lui demande ce qui se passe et ils finissent par se moquer de lui en disant qu'ils s'aiment. Malheureusement, Ren les entend et s'énerve et se rend à son bureau. Au bout d'un moment, le directeur du service de nettoyage se rend chez lui et lui donne un dossier lui indiquant que Young est allé nettoyer une maison, et Rem ne se sent plus inquiet, surtout lorsqu'il découvre que la maison du client est à proximité. Il l'appelle et quand elle lui répond en criant, il court vers sa voiture et se rend chez le client. Il entend sa voix, mais personne ne l'entend. Il décide d'enfoncer la porte. Il la trouve en train de chanter une chanson avec le client. Il est bouleversé parce qu'il s'inquiétait pour elle. Elle part avec lui dans la voiture, puis constate une blessure à la main et la soigne pour lui. La compagnie. Léon vient et lui donne à manger. Puis il part. Elle ouvre le sac et mange. Au même moment, Ren arrive et la voit. Il est clairement bouleversé et lui dit qu'il l'avait prévenu avant. Elle apporte de la nourriture à l'entreprise, lui dit qu'elle la finira avant d'entrer, et il la quitte. Puis son ami Kim vient lui donner des mouchoirs et lui dit qu'elle a 1 minute avant le début du travail. Sa collègue Jia vient lui dire qu'une décision a été prise de fermer le département de nettoyage manuel pour réduire les pertes, puis Ryan se rend chez elle.
Il lui dit que si elle veut déménager dans un autre département, alors il accepte. Elle lui dit que la décision concerne tout le monde dans son service, et qu'elle partira comme tout le monde. Puis elle va récupérer ses affaires. Le gérant dit que quelqu'un veut la voir, et le client qu'elle a aidé apparaît et lui apporte un cadeau. Il la remercie pour son aide. Il sait qu'elle part et que le département sera fermé, donc il est triste pour elle. Nous nous dirigeons vers Ren, qui est bouleversée et pense à elle, puis décide d'aller la voir avant qu'elle ne parte. Il arrive chez elle, l'arrête et lui donne le sac qu'elle a oublié. Puis il la serre dans ses bras et s'éloigne. Lui a dit que sa petite amie pourrait être contrariée si elle les voyait. Il lui a dit qu'elle n'était pas son amie, qu'ils ne s'étaient rencontrés que quelques fois à cause de sa mère, en plus qu'elle avait un petit ami. Elle lui a dit que Léon n'était pas son ami et que cela faisait partie de leur plan pour convaincre son père de la laisser travailler. Son père a entendu tout ce qu'elle a dit. Elle a donné ses affaires à Ren et a couru vers la maison de son père, et il a couru après elle avec le balai. Les pertes la rendent très triste. Puis Ryan va vers elle et lui dit que si elle veut déménager dans un autre département, il accepte. Elle lui dit que la décision affecte tout le monde dans son département et qu'elle partira comme tout le monde. Va récupérer ses affaires. La gérante l'informe que quelqu'un veut la voir. La cliente qu'elle a aidée apparaît et lui apporte un cadeau, la remerciant de son soutien. Son assistante sait qu'elle part et que le département sera fermé, alors. Il est triste pour elle. Nous nous dirigeons vers Ren, qui est bouleversée et pense à elle, puis décide d'aller la voir avant qu'elle ne parte et l'arrête et lui donne le sac qu'elle a oublié, puis il la serre dans ses bras. Elle s'en va et lui dit que sa petite amie pourrait être bouleversée si elle les voit. Il lui dit qu'elle n'est pas son amie, qu'il ne s'est rencontré que quelques fois à cause de sa mère, en plus du fait qu'elle avait un petit ami. Elle a compris ce qu'il voulait dire et lui a dit que Léon n'était pas son petit ami et que cela faisait partie de leur plan pour convaincre son père de la laisser travailler. Son père a entendu tout ce qu'elle avait dit. Elle a donné ses affaires à Ren et a couru en bas. Couru après elle avec un balai. Les pertes la rendent très triste. Puis Ryan va vers elle et lui dit que si elle veut déménager dans un autre département, il accepte. Elle lui dit que la décision affecte tout le monde dans son département et qu'elle partira comme tout le monde. Va récupérer ses affaires. La gérante l'informe que quelqu'un veut la voir. La cliente qu'elle a aidée apparaît et lui apporte un cadeau, la remerciant de son soutien. Son assistante sait qu'elle part et que le département sera fermé, alors. Il est triste pour elle. Nous nous dirigeons vers Rin, qui est bouleversée et pense à elle, puis décide d'aller la voir avant qu'elle ne parte. Il arrive chez elle et l'arrête. Il lui a donné le sac qu'elle avait oublié puis l'a serré dans ses bras. Elle s'est éloignée et lui a dit que sa petite amie pourrait s'énerver si elle les voyait. Il lui a dit qu'elle n'était pas son amie. Il ne l'avait rencontrée que quelques fois. Sa mère, en plus du fait qu'elle avait un petit ami, elle a compris ce qu'il voulait dire et lui a dit que Léon n'était pas son ami et que cela faisait partie de leur plan pour convaincre son père de lui permettre de travailler. Avait tout ce qu'elle avait dit. Elle a donné ses affaires à Ren et a couru en bas. Son père a couru après elle avec le balai. La jalousie et les malentendus entre les personnages se révèlent comme des forces motrices essentielles dans le développement de l'intrigue. Ces dynamiques mettent en lumière les conséquences souvent dévastatrices des actions impulsives, nous incitant à réfléchir sur la nature humaine. Dans cette histoire, les souvenirs d'enfance du protagoniste émergent comme des révélateurs puissants de traumatismes non résolus. Ces souvenirs influencent considérablement ses relations présentes, ajoutant ainsi une profondeur fascinante à son personnage et nous offrant un aperçu des cicatrices émotionnelles qui façonnent son comportement. De plus, la dynamique familiale complexe se déploie, marquée par des conflits financiers et émotionnels. Cela éclaire les motivations des personnages, démontrant comment des intérêts personnels peuvent facilement conduire à des trahisons dévastatrices, fragilisant les liens qui les unissent. Les tensions atteignent un paroxysme lorsqu'Ian provoque Jay, révélant ainsi des rivalités personnelles enfouies. Ce conflit illustre la dynamique complexe qui règne entre les employés au sein d'un milieu de travail, enrichissant la trame narrative d'une intensité palpable. Face aux menaces de son nouveau supérieur, le protagoniste démontre un courage remarquable, mettant en avant son désir de se défendre. Cette situation souligne non seulement la lutte pour le pouvoir, mais aussi l'ardente quête de reconnaissance dans un environnement professionnel impitoyable. L'évolution des sentiments de la protagoniste, qui s'efforce de cacher son amour, reflète la complexité inhérente aux relations professionnelles. Cela souligne le fait que les émotions peuvent influencer de manière significative la dynamique d'équipe et par conséquent, la productivité au sein de l'organisation.
Dans un tournant inattendu, le père de la jeune femme tente de la marier à un homme qu'elle ne connaît pas, soulevant des interrogations profondes sur le consentement et la liberté individuelle. Ce dilemme fait écho aux luttes contemporaines pour l'autonomie des choix personnels. La perte de mémoire de la jeune femme complique considérablement sa situation. Elle navigue entre des souvenirs perdus et une réalité troublante, ce qui crée un climat d'incertitude et une quête désespérée de compréhension. Les relations tendues entre les membres de la famille se voient exacerbées par des conflits d'intérêts, en particulier autour de la gestion délicate de l'entreprise familiale. Cela souligne les défis qui se posent lorsque les obligations familiales se heurtent à des aspirations personnelles. Songo, hanté par de lointains souvenirs d'enfance perdus à la suite d'un accident, se retrouve influencée dans son comportement et ses interactions avec un homme mystérieux. Elle essaie désespérément de comprendre la source de son attraction envers lui, ce qui ajoute une couche de mystère à la relation. Lorsque cet homme perd connaissance et se réveille dans un état de confusion, il se met en quête de Songo, soulignant ainsi la complexité de leur relation. Il est déchiré entre ses sentiments émergents et la dure réalité qui l'entoure, un équilibre fragile qui ne fait qu'ajouter à la tension. Les hallucinations de cet homme révèlent ses luttes internes concernant ses sentiments pour Songo. Cela reflète la difficulté de naviguer dans leurs émotions respectives, créant une dynamique intrigante et profondément humaine entre les deux personnages. Les personnages principaux, Je et Bae, se retrouvent à lutter avec des sentiments contradictoires, générant ainsi des tensions palpables au sein de leur relation. Leur dynamique évolue au fil du temps, alors que les malentendus s'accumulent, ajoutant un fil narratif riche en émotions. La communication ressort comme un thème central, illustrant comment les personnages évitent souvent d'exprimer leurs véritables émotions. Cette réticence conduit à des conflits internes et externes complexes qui compliquent encore davantage leur situation déjà précaire. Enfin, les conséquences des choix des personnages sont minutieusement explorées, mettant en évidence comment leurs actions influencent leurs relations. Les décisions prises engendrent des répercussions inattendues, modifiant le cours de leur vie et nous rappelant que chaque choix compte. Shio prend une décision audacieuse, celle de quitter le cocon familial pour devenir agent de sécurité. Un tel choix illustre son ardent désir de liberté et d'autonomie, défiant ainsi les pressions exercées par sa famille. Face aux efforts inlassables de son père pour la ramener dans le droit chemin, Shio refuse de renoncer à son rêve de poursuivre des études universitaires. Sa détermination témoigne de son engagement profond envers ses aspirations personnelles, malgré les obstacles. Bientôt, des rumeurs commencent à enfler concernant l'identité de Shio, qui serait l'héritière d'un puissant groupe d'entreprises. Cette révélation inattendue sème la discorde et les attentes parmi ses camarades de classe, transformant son quotidien en un véritable champ de bataille. Dans cet environnement turbulent, la pression sociale joue un rôle incontournable dans les accusations qui pèsent sur Xiao. Beaucoup de ses pairs, façonnés par des rumeurs et des récits partagés, la condamnent sans hésitation. Pour tenter de rétablir son honneur, Xiao s'efforce de prouver son innocence en mettant en avant des preuves tangibles, comme le collier de son chien. Pourtant, la méfiance continue de régner parmi ses camarades, créant un fossé de suspicion. Les interactions entre les personnages mettent en lumière des luttes complexes de pouvoir et des conflits d'intérêts. Chaque individu semble chercher à tirer parti de la situation, souvent au détriment des autres, augmentant ainsi la tension ambiante. La fête annuelle de l'université se profile à l'horizon, un événement marquant qui unit tous les personnages autour d'un même but. Les étudiants se préparent avec une excitation palpable, espérant que cette célébration apportera un souffle nouveau à leur vie. Joan, la mère de Gang, se révèle être une figure centrale dans cette histoire. Sa présence au sein de l'université ajoute une dimension émotionnelle significative, tissant des liens complexes entre les personnages principaux. Cependant, Xiao éprouve une jalousie grandissante envers la relation entre Gang et Jeanne. Ce sentiment l'entraîne vers des actions extrêmes, révélant la profondeur des émotions humaines face à l'amour et à l'amitié. L'angoisse de Shawan pour son ami illustre la complexité des relations interpersonnelles. Sa préoccupation est le reflet poignant de l'importance des liens d'amitié, surtout en période de crise. La performance de la mère de Shaw génère des attentes et des malentendus au sein de la communauté estudiantine. Cet aspect met en lumière la pression sociale qui pèse sur les jeunes dans des milieux académiques de plus en plus compétitifs. Les interactions entre les étudiants révèlent des ambitions personnelles et des désirs de statut social. Leur comportement subtil souligne la lutte pour l'acceptation dans un environnement académique compétitif. Un personnage féminin utilise son apparence pour contourner les attentes familiales liées au mariage, illustrant ainsi la manière dont la pression familiale peut influencer les choix individuels. Un concours de conception d'avions émerge comme un tournant majeur, suscitant une rivalité palpable entre Jing et Xiao. Ce concours devient non seulement un terrain d'affrontement, mais il soulève également des thèmes cruciaux tels que la compétition et l'intégrité professionnelle. Enfin, la trahison de Gang contre Xiao entraîne des conséquences désastreuses, y compris une disqualification.
Cet événement souligne de manière poignante l'importance de l'honnêteté et de la reconnaissance dans la quête du succès personnel. Le début de la relation entre Musa et la femme est marqué par des intentions cachées, tissant ainsi le fil d'une manipulation amoureuse qui crée une tension palpable. Cette dynamique d'ambiguïté génère un climat dramatique, engageant le spectateur dans l'approfondissement de leur histoire. Après cette année d'une connexion tumultueuse, la femme perd la mémoire, ajoutant ainsi une couche de mystère qui entoure leur relation. Cette amnésie soulève des interrogations profondes sur son identité et son passé, faisant osciller Musa entre l'espoir de la retrouver et la douleur de l'oubli. La révélation que les enfants ne sont pas de Musa provoque une véritable crise d'identité pour lui. Ce bouleversement met en lumière les conséquences émotionnelles de la trahison, confrontant le protagoniste à ses propres sentiments tumultueux, oscillant entre la colère et la quête d'un amour perdu. Malgré ses sentiments contradictoires, le protagoniste est résolu à retrouver la femme qu'il aime. Ce parcours amoureux souligne la complexité de leur relation, où l'amour et la haine s'entremêlent, révélant la profondeur de ses émotions face à cette situation inextricable. Cependant, les enfants de la femme ignorent les sentiments profonds qu'elle entretient pour Musa, ce qui crée une tension délicate entre parents et enfants. Cette mécompréhension met en évidence l'impact des relations sur la dynamique familiale, rendant la situation encore plus précaire. Malgré ses préoccupations de sécurité, la femme commence à développer des sentiments pour le protagoniste, intensifiant ainsi la tension dramatique de leur histoire. Cela met en exergue l'importance cruciale de la confiance dans une relation, un élément essentiel pour surmonter les obstacles qui les séparent. Xiao, de son côté, refuse de s'excuser face aux accusations qu'elle ne comprend pas. Ce refus souligne un manque de communication claire entre elle et son fiancé, révélateur des lacunes qui fragilement construisent leur relation. Leur amitié de 20 ans, enchevêtrée de souvenirs et d'attentes, complique leur situation présente. Chaque souvenir, chaque espoir, influence leurs décisions actuelles, créant un labyrinthe émotionnel difficile à naviguer. Les enfants jouent un rôle déterminant dans la dynamique entre Xiao et son fiancé. Leur présence innocente rappelle les enjeux émotionnels lourds qui pèsent sur la famille, accentuant la complexité des relations interpersonnelles. Un accident planifié expose les tensions latentes dans leur relation, tout en révélant les gestes affectueux qui témoignent de l'amour qu'ils se portent. Cela illustre la complexité des émotions en jeu, entre désir et anxiété, passion et crainte. Les attentes familiales en matière de responsabilité et de rôle de grands-parents exercent une pression supplémentaire sur leur relation. Cela reflète les traditions et les valeurs familiales qui influencent inévitablement les choix individuels, ajoutant une couche de responsabilité à leurs actions. Les enfants jouent également un rôle crucial en soutenant leur mère, tout en encourageant un engagement rapide avec Si. Leur perspective innocente apporte une légèreté salutaire à la situation tendue des adultes, contrastant avec la gravité des enjeux émotionnels. La femme, confrontée à des violences physiques en tentant de sauver son fils, illustre de manière poignante les dangers omniprésents qui menacent sa vie. Son état de faible conscience souligne sa vulnérabilité, un appel désespéré à la protection et à l'amour. Les souvenirs et les regrets partagés entre les deux protagonistes révèlent des conflits internes profonds. En naviguant entre l'amour, la trahison et la culpabilité, ils se retrouvent pris dans un tourbillon d'émotions qui complique leur lien indéfectible. Le personnage masculin, dévoré par la colère et la douleur, se lance dans un plan de vengeance. Cette quête de réparation montre comment la trahison peut mener à des conséquences dévastatrices, faisant ressortir une dynamique de pouvoir essentielle dans leurs relations tumultueuses. La famille de Shaiya, bien que riche et célèbre, se débat pour trouver sa place dans un monde qui semble lui échapper. Ce décalage entre les fastes d'un passé glorieux et les défis du présent crée un contraste frappant qui interroge sur la véritable nature de la reconnaissance et du succès. Dans ce contexte, les relations interpersonnelles au sein de la famille se révèlent particulièrement complexes, surtout après la disparition tragique de leur sœur adoptive. Lors d'une réunion familiale, des tensions et des malentendus émergent, exposant des fractures anciennes qui n'ont jamais vraiment cicatrisé. Au milieu de cette tourmente, Shaiya lutte avec sa décision de rester mariée, malgré les difficultés grandissantes qui l'entourent. Ce dilemme soulève des questions poignantes de loyauté et de soutien familial, alors qu'elle tente de naviguer dans un réseau d'attentes et d'émotions contradictoires. La dynamique familiale prend un tournant inquiétant lorsque la mère, dans un besoin désespéré de protéger sa fille, recourt à la violence pour maintenir le contrôle. Cette situation met en lumière la réalité destructrice des conflits familiaux, où l'amour et la peur s'entrelacent de manière toxique. Parallèlement, les personnages se livrent à des manipulations pour satisfaire leurs propres désirs, entraînant une spirale de souffrance émotionnelle. Cela souligne la fragilité des relations interpersonnelles, où chaque acte peut avoir des conséquences dévastatrices. Dans ce contexte troublé, le thème de la santé mentale émerge de manière poignante, alors que plusieurs personnages sont suggérés pour un traitement psychiatrique.
Cette situation soulève des interrogations sur la perception et le traitement de la maladie mentale au sein des familles, exposant des stigmates profondément ancrés. Les sœurs de Yang, préoccupées par son mariage récent, expriment leur inquiétude quant à son bonheur. Elles remettent en question les choix qu'elle a faits avec Su, créant un climat de tension et d'incertitude qui assombrit l'avenir de leur relation. Dans ce cadre, Su tente désespérément de convaincre Yang de la sincérité de ses sentiments. Cependant, elle se heurte à des doutes profonds et à des conflits internes qui exacerbent les malentendus, plongeant leur relation dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Au cœur de ce conflit, le manager du club émerge comme un personnage clé, symbolisant les obstacles sociaux que Yang et Su doivent impérativement surmonter. Ce nouvel antagoniste ajoute une couche de complexité à leur lutte, illustrant les défis auxquels ils font face dans leur quête d'acceptation. La grand-mère, dans sa quête de lien, essaie de prendre la fille, mais celle-ci refuse de la laisser partir. Cet affrontement met en lumière les tensions intergénérationnelles qui existent, révélant la complexité des relations au sein de la famille. Dans ce cadre tumultueux, le personnage principal affronta des choix cruciaux dans sa carrière d'actrice, notamment un rôle dans un film qui s'oppose à la vision du réalisateur. Cette situation soulève des questions complexes sur l'intégrité artistique et les sacrifices que l'on est prêt à faire pour réussir. Le réalisateur, quant à lui, use de méthodes coercitives pour parvenir à ses fins, créant un climat de pression pesant sur l'actrice. Ce comportement met en lumière les abus de pouvoir qui persistent dans l'industrie cinématographique, posant des questions éthiques fondamentales. Su, dans un moment de vérité, dévoile que Chan, son ancien partenaire, est aux prises avec une addiction aux drogues, un fait qui a engendré de nombreux problèmes au sein de sa propre famille. Cette révélation choque tant Yang que sa mère, plongeant la famille dans une spirale de révélations déstabilisantes. Les tensions familiales s'intensifient lorsque Yang découvre que ce n'est pas réellement sa sœur. Cette découverte remet en question leur projet de mariage, exacerbant les conflits déjà présents entre les personnages et ouvrant la porte à de nouvelles interrogations. Enfin, la tentative désespérée de Yang de kidnapper sa fille pour se venger de Shi illustre la profondeur de la manipulation et de la colère qui imprègnent cette histoire complexe. Cela souligne les enjeux émotionnels élevés dans un récit qui examine les limites de l'attachement et du ressentiment.